Ma sœur a hérité des 28 € et m'a viré, tu es inutile, va mourir ailleurs. Mais l'avocat a ri, as-tu lu le testament? Elle a blêmi, car le document contenait une clause secrète. Je m'appelle Amélie Dubois et j'avais 34 ans lorsque ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit de trouver un autre endroit où mourir. 3 jours après les funérailles de nos parents, alors que j'utilisais encore une canne à cause de l'accident de voiture qui avait failli me tuer 2 ans auparavant, Véronique s'est tenue sur le seuil de la seule maison qui me restait et a prononcé ces mots sans verser une seule larme. Elle avait apporté des cartons de déménagement. Elle avait amené son mari, et elle avait fait preuve d'une cruauté que je ne lui connaissais pas. Nos parents venaient d'être enterrés. Les fleurs sur leur tombe n'avaient même pas encore commencé à faner. Et ma sœur, mon propre sang, me mettait à la porte de la maison où j'avais passé les 2 dernières années à me rétablir, à guérir et à m'occuper des personnes même qu'elle visitait à peine. Elle pensait que je n'avais rien. Elle pensait que j'étais inutile. Elle se trompait. 2 ans avant la mort de mes parents, j'étais architecte paysagiste avec ma propre petite entreprise à Lyon. Je concevais des jardins pour des clients fortunés, je restaurais des domaines historiques et je venais de signer un contrat avec la Société botanique de la ville. La vie était belle. La vie avait un sens. Puis, un chauffard ivre a grillé un feu rouge. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me souviens seulement de m'être réveillé dans une chambre d'hôpital avec des tiges de métal dans ma colonne vertébrale et des médecins m'expliquant que je ne pourrais peut-être plus jamais marcher. L'opération a duré 11 heures. La convalescence prendrait des années. Mon appartement avait des escaliers que je ne pouvais pas monter. Mon bureau avait des projets que je ne pouvais pas gérer. Mes économies avaient des limites que les factures médicales ne respectaient pas. Alors, quand mes parents m'ont offert leur chambre d'amis au rez-de-chaussée, j'ai dit oui. J'ai réemménagé dans la maison où j'ai grandi, dans la chambre qui avait encore mes trophées d'athlétisme du lycée sur l'étagère. Pendant 18 mois, j'ai utilisé un fauteuil roulant. J'ai appris à négocier les encadrements de portes, les carreaux de la salle de bain et l'humiliation particulière d'avoir besoin d'aide pour des choses que je faisais seul depuis l'enfance. Ma mère me lisait des histoires les mauvais jours. Mon père a construit une rampe pour la terrasse arrière afin que je puisse m'asseoir dans le jardin. Véronique appelait une fois par mois, parfois moins. Elle ne demandait jamais de nouvelles de ma kinésithérapie. Elle ne demandait jamais comment je m'en sortais. Les rares fois où elle appelait, si je répondais au téléphone, sa réponse était toujours la même, « Oh, tu es encore là. Passe-moi maman. » Encore là? Comme si j'étais une tâche indélébile. Ce que Véronique ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander, c'est que 4 mois avant la mort de nos parents, j'avais recommencé à marcher. D'abord avec un déambulateur, puis avec une canne. Je guérissais. Je devenais plus forte. Mais pour elle, je serais toujours l'inutile. Le Noël avant la mort de mes parents, Véronique est rentrée à la maison avec sa famille parfaite. Damien portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que mes factures médicales mensuelles. Leurs 2 enfants, Chloé et Léo, couraient dans la maison comme si elle leur appartenait. Véronique dirigeait tout le monde comme un metteur en scène, réarrangeant les meubles, critiquant la mise de table de ma mère, nous rappelant à tous comment les choses devaient être faites. J'ai passé 3 jours à préparer les plats préférés de ses enfants. Des coquillettes au jambon maison pour Léo, des crêpes au Nutella pour Chloé. Je l'ai fait debout au comptoir, ma canne appuyée contre la cuisinière, mon dos hurlant de douleur après 20 minutes parce que je voulais contribuer. Je voulais être utile. Le matin de Noël, tout le monde s'est rassemblé dans le salon pour la photo de famille annuelle. Mon père a installé le trépied. Ma mère a ajusté les décorations sur le sapin. Les enfants se disputaient pour savoir qui se mettrait devant. Véronique m'a regardé et a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Amélie, peut-être que tu devrais passer ton tour pour celle-ci. Nous voulons une belle photo pour la carte de vœux. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Mon père fixait l'appareil photo comme s'il n'avait pas entendu. C'est juste que Véronique a haussé les épaules. Le fauteuil roulant ne correspond pas vraiment à l'esthétique, tu sais. Je n'étais même plus en fauteuil roulant. J'étais debout avec une canne, mais je n'ai pas discuté. J'avais appris que discuter avec Véronique ne faisait que lui donner des munitions. Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête et je suis allé dans la cuisine. Par la fenêtre, j'ai regardé ma famille poser sans moi.
J'ai entendu le déclic de l'obturateur 1, 2, 3 fois. Je ne savais pas alors que mon père avait tout vu et je ne savais pas ce qu'il a fait le lendemain matin. Mes parents sont morts un mardi de mars. Ils s'envolaient pour la Côte d'Azur pour le mariage d'un vieil ami d'université. Un vol charter privé, 6 passagers, un ciel dégagé. L'avion s'est écrasé quelque part dans le massif des Alpes. Ils ont dit que c'était une défaillance mécanique. Ils ont dit que ça avait été rapide. J'étais dans le jardin quand l'appel est arrivé, en train de tailler les rosiers que ma mère avait plantés 15 ans auparavant. Le téléphone a sonné et 30 secondes plus tard, mon monde entier s'est effondré. Véronique est venue pour les funérailles. Elle s'est occupée de tout. L'organisation, les fleurs, la liste des invités. J'étais trop anesthésié pour la contredire. Je me suis assise au premier rang pendant la cérémonie et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas la moitié des gens présents. Les amis de Véronique, les contacts de Véronique, des gens qui n'avaient jamais rencontré mes parents mais qui voulaient être vus en train de présenter leurs condoléances. 3 jours après les avoir enterrés, Véronique a demandé à me parler en privé. Elle m'a trouvé dans le salon, entouré de cartes de condoléances que je n'arrivais pas à ouvrir. Elle ne s'est pas assise. Elle est restée sur le seuil, les bras croisés, Damien planant derrière elle comme une ombre. J'ai parlé à l'avocat, a-t-elle dit. Tout me revient, la maison, les comptes, tout. J'ai levé les yeux. Quel avocat? L'avocat. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. L'avocat de la succession de papa et maman. Il l'a confirmé. T'a-t-il donné des documents? Une copie du testament? L'œil de Véronique a eu un léger tic. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit. Tu as 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Un froid s'est installé dans mon estomac. Véronique avait dit l'avocat. Pas un nom, pas un cabinet, juste l'avocat. Mes parents avaient fait appel à Maître Bernard pendant plus de 20 ans. Si Véronique lui avait vraiment parlé, elle aurait prononcé son nom. Elle bluffait. Ce soir-là, je me suis assise seule dans le bureau de mes parents et j'ai fait l'inventaire de ma vie. Pas de travail. J'avais fermé mon entreprise 18 mois plus tôt, lorsque les factures médicales avaient rendu impossible de payer les charges. Pas d'économie. Le peu que j'avais était parti en ticket modérateur, en spécialiste et en une parade sans fin d'ordonnances qui empêchait ma colonne vertébrale de se bloquer. Pas de revenus. Les allocations d'invalidité couvraient à peine le minimum vital. Et maintenant, apparemment, plus de maisons. J'ai regardé autour de moi. Le bureau de mon père, poli par 40 ans d'utilisation. Le fauteuil de lecture de ma mère. Le tissu délavé là où elle posait toujours sa tête. La fenêtre qui donnait sur le jardin que nous avions construit ensemble. Elle plantait. Je concevais. Nous rêvions toutes les deux de ce qu'il pourrait devenir. Cette maison n'était pas seulement 4 murs et un toit. C'était là que j'avais fait mes premiers pas. Où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée. Où ma mère m'avait appris à cuisiner et mon père à argumenter. Chaque pièce contenait un souvenir. Chaque coin contenait un morceau de mes parents. Si je partais maintenant, je ne perdrais pas seulement une maison. Je les perdrais à nouveau. Et pire, je prouverais que Véronique avait raison. J'accepterais d'être inutile, de ne pas mériter d'être ici, de ne valoir rien. Je ne pouvais pas accepter ça. Je ne le ferais pas. J'ai commencé à ouvrir des tiroirs, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Un indice que Véronique avait tort. Dans le tiroir du bas du bureau de mon père, sous de vieilles déclarations d'impôts et des photographies délavées, j'ai trouvé une carte de visite. Maître Bernard, avocat spécialisé en succession. Je l'ai retournée. Au dos, de l'écriture soignée de mon père, il y avait 4 mots. Appelle-le. Il sait tout. Mon père n'écrivait jamais de notes. Jamais. Alors pourquoi celle-ci? 3 jours plus tard, Véronique est revenue. J'étais dans le salon, en train de m'entraîner à marcher sans ma canne. Le kinésithérapeute avait dit que j'étais prête à essayer. Je voulais prouver que je pouvais faire quelque chose par moi-même. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant. Véronique est entrée, portant des boîtes en carton, Damien la suivant avec d'autres. Elle les a laissées tomber à mes pieds, le bruit sourd résonnant dans la pièce. « Fais tes cartons » a-t-elle dit.
tu as jusqu'à vendredi. Véronique, j'ai besoin de plus de temps. Je suis encore quoi? Encore en train de faire semblant d'être malade. J'ai eu un accident de voiture. Tu le sais. C'était il y a 2 ans, a-t-elle dit en poussant une des boîtes vers moi. Tu en as assez profité. Damien s'est agité, mal à l'aise. Chérie, peut-être qu'on devrait se tenir à l'écart de ça. Damien, derrière moi. J'ai entendu Claire, l'infirmière qui s'était occupée de mes parents dans leurs derniers mois, entrer de la cuisine. Elle s'est arrêtée sur le seuil, les yeux écarquillés. À côté d'elle se tenait Martine, notre voisine depuis 40 ans, qui était venue déposer un gratin dauphinois. Elles ont toutes les deux entendu ce qui a suivi. Véronique s'est approchée, assez près pour que je puisse sentir son parfum, quelque chose de cher et de piquant. Elle m'a regardé comme on regarde des ordures qu'il faut sortir. Trouve un autre endroit où mourir, a-t-elle dit. Tu ne sers plus à rien maintenant. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Claire a émis un petit son. La main de Martine s'est posée sur sa poitrine. Véronique ne leur a même pas jeté un regard. Pour elle, elles étaient invisibles, sans importance. Mais j'ai vu Claire faire quelque chose d'étrange. Elle a sorti un petit carnet de sa poche et y a noté quelque chose. Rapidement, discrètement, comme si elle notait les signes vitaux d'un patient. À l'époque, je n'ai pas compris pourquoi. Plus tard, je comprendrai. Martine a été la première à bouger. Elle s'est avancée, sa silhouette de 70 ans soudainement rigide de cette colère que seules des décennies d'amitié peuvent produire. Elle connaissait ma mère avant même ma naissance. Elle m'avait tenu dans ses bras quand j'étais bébé. Elle avait vu les 2 filles Dubois grandir, et elle avait clairement choisi son camp. Véronique Émilie Dubois. La voix de Martine aurait pu couper du verre. Ta mère se retournerait dans sa tombe si elle t'entendait en ce moment. Véronique s'est retournée lentement, le visage figé dans une confusion polie. Je suis désolé. Qui vous a invité dans cette conversation? Je connais cette famille depuis 40 ans, plus longtemps que tu n'es en vie, jeune fille. C'est une affaire de famille. J'étais de la famille avant même que tu apprennes à marcher. Martine s'est placée à côté de moi, sa main trouvant mon bras. Éléonore aimait ses 2 filles, mais elle n'était pas aveugle, Véronique. Aucune de nous ne l'était. Quelque chose a vacillé sur le visage de Véronique. De l'incertitude, peut-être, ou juste de l'agacement d'être défié. Damien s'est avancé, cherchant le coude de sa femme. Véro, allez. On peut en discuter plus tard. Ne me touche pas. Elle s'est dégagée, sa voix montant. Ma mère m'a laissé responsable. Pas elle. Pas une voisine qui pense avoir son mot à dire. Ta mère ne t'a laissé responsable de rien, les mots de Martine étaient calmes. Définitif. Pas encore. La pièce est devenue immobile. La mâchoire de Véronique s'est crispée. Elle m'a regardé, puis Martine, puis Claire, qui se tenait toujours sur le seuil de la cuisine avec son carnet. Bien. Véronique a attrapé le bras de Damien et l'a tiré vers la porte. Vendredi, Amélie. Je veux que tu sois partie d'ici vendredi. La porte a claqué derrière eux. Martine m'a serré le bras. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est pas fini. J'aurais aimé pouvoir la croire. Le lendemain matin, Damien est revenu seul. Je l'ai trouvé sur le porche, les mains dans les poches, l'air d'un homme qui a perdu une dispute avec son propre reflet. Quand j'ai ouvert la porte, il a tressailli. Véronique ne sait pas que je suis là, a-t-il dit rapidement. On peut parler? Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le bord du fauteuil de ma mère, moi sur le canapé avec ma canne appuyée contre la coudoir. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Écoute, a-t-il commencé, à propos d'hier. Véronique est sous une pression énorme. La pression de mettre sa sœur handicapée à la porte de la maison de ses parents décédés. Il a grimacé. Ce n'est pas personnel, Amélie. C'est juste qu'on a vraiment besoin de l'argent. Je suis devenu très calme. Besoin. La maison seule vaut. Il s'est arrêté, se rattrapant. Je veux dire, la succession devrait être réglée rapidement pour le bien de tout le monde. Damien. Je me suis penché en avant. Qu'est-ce qui se passe?
Il est resté silencieux un long moment. Puis, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, on a des ennuis. Les investissements que j'ai faits l'année dernière, ils n'ont pas porté leurs fruits. On doit beaucoup d'argent, plus que ce qu'on peut couvrir. Combien? Il a regardé le plafond, le sol, n'importe où sauf moi. 400 000 euros, à peu près. Le chiffre flottait entre nous comme de la fumée. La banque menace de saisir notre maison, a-t-il poursuivi. L'école des enfants demande les frais de scolarité pour le prochain semestre. Véronique essaie de tout maintenir à flot, mais Damien. La voix de Véronique, aussi tranchante qu'une lame, venait du seuil. Nous avons tous les deux sursauté. Je ne l'avais pas entendu arriver. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui a attrapé le bras, les jointures blanches. On y va, maintenant. Damien a marmonné quelque chose en ma direction alors qu'elle l'entraînait dehors. C'était peut-être désolé. C'était peut-être à l'aide. Je sais ce que certains d'entre vous pensent peut-être en ce moment. Pourquoi ne t'es-tu pas défendue, Amélie? Pourquoi n'as-tu rien dit? Je me suis posé la même question. Mais voici ce que j'ai appris. Parfois, la meilleure réponse n'est pas une réponse du tout. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où quelqu'un vous a sous-estimé, tapez « Je connais ça » dans les commentaires. Et si vous êtes curieux de savoir ce qui s'est passé au bureau de l'avocat 3 jours plus tard, continuez à regarder. Maintenant, revenons à l'histoire. Ce soir-là, j'ai retrouvé la carte de visite. Maître Bernard, avocat spécialisé en succession. L'écriture au dos semblait briller sous la lampe de bureau. Appelle-le. Il sait tout. J'ai composé le numéro avant de pouvoir me raisonner. Le téléphone a sonné 2 fois, puis une voix grave et mesurée. Cabinet d'avocat Bernard. Maître Bernard, c'est Amélie Dubois. La fille de Robert et Éléonore. Une pause, puis plus chaleureuse. Mademoiselle Dubois, j'attendais votre appel. Quelque chose dans son ton m'a fait serrer le téléphone plus fort. Vraiment? Votre père m'a dit que vous me contacteriez. Il en était assez confiant, en fait. Des papiers ont bruissé en arrière-plan. Je comprends que votre sœur a fait des déclarations concernant la succession. Elle dit que tout lui revient. Elle dit que vous l'avez confirmé. Un rire sec. Je n'ai pas parlé à Véronique depuis la fête d'anniversaire de vos parents il y a 3 ans. Elle n'a certainement pas contacté mon cabinet. Le soulagement qui m'a envahi était presque étourdissant. Alors, elle ment. Je ne me permettrai pas de qualifier les déclarations de votre sœur. Ce que je peux vous dire, c'est que vos parents ont été très spécifiques quant à leur dernière volonté. Il a marqué une pause. Très spécifique, mademoiselle Dubois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aimerais que vous veniez à mon cabinet avant la lecture officielle. Certains aspects du testament nécessitent un contexte. Une autre pause, plus longue cette fois. Des choses que personne d'autre ne sait, pas même votre sœur. J'ai noté l'heure du rendez-vous avec des mains tremblantes. Mademoiselle Dubois. Sa voix s'est adoucie. Votre père a changé son testament il y a 6 mois, juste après Noël. Il m'a dit qu'il voyait enfin les choses clairement. La photo de Noël, celle où je n'étais pas. Il avait tout vu, après tout. La veille de la lecture officielle du testament, Claire est venue me dire au revoir. Elle se tenait sur le porche avec un gilet serré autour de ses épaules, l'air plus petite que dans mon souvenir. Pendant 8 mois, elle avait été une présence constante dans cette maison, prenant les constantes de mes parents, gérant leurs médicaments, s'asseyant avec ma mère pendant les longues nuits où la douleur la tenait éveillée. Maintenant, son travail était terminé, et elle passait à une autre famille, un autre patient, une autre fin. Je voulais vous donner quelque chose, a-t-elle dit. Elle a sorti de son sac un carnet relié en cuir, usé et doux sur les bords. Je l'ai reconnu immédiatement. L'écriture de ma mère couvrait la page visible, sa cursive en boucle, la façon dont elle appuyait toujours trop fort avec le stylo. Votre mère m'a demandé de garder ça en sécurité. Claire a mis le carnet dans mes mains. Elle a dit que vous en auriez besoin un jour. Elle a dit que vous sauriez quand. J'ai tracé les initiales de ma mère sur la couverture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ses pensées, ses journées, ses observations. Claire a hésité. Les dernières pages parlent de vous et de votre sœur. Je ne les ai pas lues.
Ce n'était pas ma place. Mais je pense qu'elle voulait que vous compreniez quelque chose. Comprendre quoi? Claire a jeté un coup d'œil vers la rue comme pour vérifier que nous étions seuls. Il y a autre chose chez Maître Bernard. Votre mère a enregistré un message il y a quelques mois, une vidéo. Elle a croisé mon regard. Elle a été très claire sur le moment où il devait être diffusé. Ma gorge s'est serrée. Claire, pourquoi me dites-vous ça? Elle a tendu la main et m'a serré la mienne. Votre mère savait, Amélie. Elle savait ce que Véronique ferait, et elle s'est préparée. Claire a reculé vers sa voiture. Vos parents vous aimaient toutes les deux, mais ils n'étaient pas aveugles. Le carnet semblait lourd dans mes mains, comme une promesse, comme un avertissement. Véronique a organisé la réception commémorative comme elle organisait tout, chèrement et sans consulter personne. Le restaurant était italien, haut de gamme, le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et des serveurs qui se présentent par leur nom. Elle avait loué le salon privé, organisé le traiteur, envoyé des invitations sur du papier cartonné crème avec les noms de mes parents en relief doré. Elle ne m'avait pas consulté pour le menu. Elle ne m'avait pas consulté pour la liste des invités. Elle ne m'avait rien demandé du tout. Je suis arrivé en retard. Mon taxi était resté coincé dans les embouteillages, et marcher depuis le parking avec ma canne a pris plus de temps que prévu. Le temps que j'atteigne l'entrée de la salle privée, Véronique était déjà debout en bout de la longue table, un verre de vin à la main, en train de faire un discours. 40 personnes étaient assises devant elle, des oncles et tantes que je reconnaissais à peine, des amis de mes parents dont j'avais oublié les noms. Les associés de Damien, le club de lecture de Véronique, une mère de visage, certains en deuil, la plupart juste là pour être vus. On travaillait toute leur vie pour cette famille, disait Véronique, sa voix portant cette intonation particulière qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens l'admirent. Et je promets d'honorer cet héritage. Cette maison, cette communauté, tout ce qu'ils ont construit, je le protégerai. Elle disait cette famille comme une revendication, comme un titre de propriété. Je suis resté sur le seuil et personne dans cette pièce ne m'a remarqué. Maman et papa seraient si fiers de ce que nous avons accompli, a poursuivi Véronique. Le nom du bois perdurera. Je m'en assurerai. J'ai serré ma canne jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Elle ne m'avait pas mentionné une seule fois. Pas une seule. C'était comme si j'avais déjà été effacé de la famille qu'elle était si déterminée à protéger. Quelqu'un dans la foule m'a remarqué. Un murmure a parcouru la salle, les têtes se sont tournées. Le discours de Véronique a vacillé un instant avant qu'elle ne se reprenne avec un sourire étudié. Amélie, tu as pu venir. La façon dont elle l'a dit, comme si ma présence était une légère surprise, une pensée après coup, m'a donné la chair de poule. Je me suis dirigé vers un siège vide près du fond, ma canne tapant contre le parquet poli dans le silence. Véronique. C'était tante Denise, la sœur aînée de mon père, qui parlait du milieu de la table. Et Amélie? Où va-t-elle vivre maintenant? La question est restée en suspens. 40 paires d'yeux ont oscillé entre nous. Le sourire de Véronique n'a pas faibli. Amélie a ses propres projets. Elle est en transition. En transition vers où, a insisté Denise. Véronique a haussé les épaules délicatement. Où elle pourra se débrouiller. Elle a toujours été pleine de ressources. Quelques personnes ont gloussé. De petits rires, des rires nerveux, le genre de rire que les gens font quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Mais ils ont ri. Je suis resté là avec ma canne, sentant le poids de chaque regard. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. La plupart ont simplement détourné le regard, mal à l'aise, impatients de retourner à leur vin et à leur conversation. Véronique est passée à côté de moi en allant saluer quelqu'un à une autre table. En passant, elle s'est penchée près de moi. Je t'avais dit de rester à la maison, a-t-elle chuchoté. Tu te ridiculises. Je n'ai pas répondu. Je me suis souvenu de ce que Maître Bernard avait dit quand je l'avais vu dans son bureau ce matin-là. Laissez-la parler. Plus elle en dit maintenant, plus le silence sera assourdissant plus tard. Alors, j'ai trouvé ma place. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. Véronique n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Martine est arrivée 20 minutes plus tard, vêtue de noir et avec un regard à faire tourner le lait. Elle a balayé la pièce du regard jusqu'à ce qu'elle me trouve, seule à ma table d'angle,
poussant la nourriture dans mon assiette sans manger. Puis son regard s'est déplacé vers Véronique, qui tenait la cour près du bar, riant de quelque chose que Damien avait dit. La mâchoire de Martine s'est crispée. Elle a marché droit vers moi. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé en s'asseyant. « Ce que Denise vient de me dire ? Est-ce que Véronique a vraiment dit que tu es en transition ?» J'ai hoché la tête. Martine s'est relevée. Avant que je puisse l'arrêter, elle a élevé la voix assez fort pour couper court à toutes les conversations dans la pièce. Éléonore et Robert auraient honte s'ils pouvaient voir ça. La salle est devenue silencieuse. Véronique s'est retournée, son verre de vin figé à mi-chemin de ses lèvres. « Pardon ?» La voix de Véronique était glaciale. « Tu m'as bien entendu. » Martine n'a pas bronché. « Cette fille, a-t-elle dit en me montrant du doigt, s'est occupée de tes parents chaque jour pendant que tu étais trop occupé pour venir les voir. Elle leur a donné le bain. Elle les a nourris. Elle a tenu la main de ta mère quand elle avait peur. » La voix de Martine s'est brisée, mais elle a continué. « Que as-tu fait, Véronique ? Envoyer des fleurs ? Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. » Damien s'est avancé, cherchant le bras de Véronique, mais elle l'a repoussé. « Vous n'avez aucun droit, j'ai tous les droits. J'ai été la meilleure amie d'Éléonore pendant 40 ans. » Martine s'est placée à côté de moi, sa main sur mon épaule. « Et je sais exactement quel genre de fille tu as été. » Le silence était absolu. Quelqu'un a toussé. Une fourchette a tinté contre une assiette. Le visage de Véronique était passé du rouge au blanc. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son sang-froid, quelque chose d'incertain. Martine s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille, « J'ai parlé à Maître Bernard ce matin. Il m'a dit ce qui allait se passer. Attends un peu, ma chérie. Attends un peu. » 3 jours plus tard, je suis entré dans le bureau de Maître Bernard au 12e étage de la Tour Incity à Lyon. La réceptionniste m'a dirigé vers une salle de conférence au bout du couloir, tout en bois sombre et fauteuil en cuir, avec des baies vitrées donnant sur la ville, le genre de pièce où des choses importantes se passaient. Véronique était déjà là. Elle était assise en bout de table comme si elle en était la propriétaire, son sac Hermès positionné juste comme il faut, sa posture parfaite. Damien était assis à côté d'elle, faisant défiler son téléphone avec l'énergie désespérée d'un homme qui voulait être n'importe où ailleurs. J'ai pris un siège en face d'eux. Ma canne était appuyée contre la chaise. Véronique ne m'a pas regardé. Maître Bernard est entré avec une mallette en cuir et un sténographe judiciaire à sa suite. Il était plus âgé que dans mon souvenir, les cheveux argentés, distingués, avec le genre de calme qui vient de décennies passées à annoncer des nouvelles qui changent la vie à des gens qui n'étaient pas prêts à les entendre. « Merci à tous d'être venus », a-t-il dit en s'installant dans son fauteuil. Avant de commencer la lecture officielle, je dois vérifier quelques points. Il a ouvert un dossier et a regardé Véronique. « Madame Hartley, avez-vous déjà vu le testament complet que vos parents ont déposé auprès de mon cabinet ?» Véronique s'est redressée. « J'ai vu le testament. Oui, il était dans la table de chevet de ma mère. » Le document dans la table de chevet. Maître Bernard a hoché la tête lentement. « Pouvez-vous le décrire ? » 4 pages. Langage juridique standard. Tout me revenait en tant que fille aînée. Maître Bernard a enlevé ses lunettes et les a nettoyées avec un chiffon. Le geste était lent, presque théâtral. « Madame Hartley, a-t-il dit doucement. Avez-vous déjà vu le testament complet ou juste le résumé que votre mère gardait comme copie de référence ? » La main de Véronique s'est crispée sur son sac. Pour la première fois, son sourire a disparu. « De quoi parlez-vous ? » La voix de Véronique avait une pointe d'agressivité maintenant. Un résumé. C'était le testament. Maître Bernard a ouvert sa mallette et en a sorti un document épais relié en bleu juridique. Il l'a posé sur la table entre nous. Voici le dernier testament et les dernières volontés de vos parents. 32 pages. Exécuté il y a 6 mois dans ce bureau, attesté par 2 de mes collaborateurs, notarié et déposé auprès du tribunal de grande instance. Véronique s'est penchée en avant. C'est impossible. J'ai vu le testament. Il datait d'il y a 5 ans. Il disait ce que vous avez vu, Madame Hartley, était une version préliminaire. Vos parents la gardaient dans leur table de chevet comme référence,
mais ils ont mis à jour leur plan successoral de manière significative avant leur décès. Maître Bernard a tapoté le document. Ceci est la version légale. La seule version qui compte. Le téléphone de Damien est tombé sur la table avec un bruit sec. Il ne l'a pas ramassé. C'est une fraude. Véronique s'est levée, sa chaise grinçant sur le parquet. Vous l'aidez à commettre une fraude. Elle a probablement falsifié un Madame Hartley. La voix de Maître Bernard n'a pas monté, mais elle s'est durcie. Je suis l'avocat de votre famille depuis 22 ans. J'ai rédigé le premier testament de vos parents quand vous aviez 15 ans. Je ne commets pas de fraude et je n'apprécie pas cette insinuation. Véronique a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses mains tremblaient. Asseyez-vous, a dit Maître Bernard. Ce n'était pas une demande. Elle s'est assise. J'ai regardé le visage de ma sœur passer par une série d'émotions, incrédulité, colère, peur. Quand elle m'a enfin regardé, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. Il n'aurait pas fait ça, a-t-elle chuchoté. Il n'aurait pas fait ça. Maître Bernard a commencé à tourner les pages. Peut-être devrions-nous laisser vos parents parler pour eux-mêmes. La pièce semblait plus petite, l'air plus rare, et j'ai réalisé que tout était sur le point de changer. Maître Bernard a lu lentement, délibérément, donnant du poids à chaque mot. À notre fille, Véronique Louise Dubois Hartley. Nous léguons notre portefeuille d'investissement, évalué à environ 14 millions d'euros, qui sera détenu dans une fiducie gérée. Véronique pourra retirer un maximum de 50 000 euros par an, le reste devant être distribué à ses enfants à leur 30e anniversaire. Véronique a émis un son comme si elle venait de recevoir un coup de poing. Une fiducie ? Damien s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous voulez dire, une fiducie ? Nous avons besoin de cet argent maintenant. Maître Bernard a continué comme si Damien n'avait pas parlé. Le document inclut une lettre de vos parents expliquant leur raisonnement. Dois-je la lire ? Oui, ai-je dit avant que Véronique ne puisse s'y opposer. Maître Bernard a ajusté ses lunettes. Nous aimons Véronique de tout notre cœur, mais nous l'avons vue se débattre avec des décisions financières tout au long de sa vie d'adulte. Nous avons vu de l'argent disparaître dans des entreprises qui ne se sont jamais concrétisées. Nous ne souhaitons pas que le travail de notre vie soit perdu en un an après notre décès. La fiducie n'est pas une punition. C'est une protection. Le visage de Véronique était passé du blanc au gris. Damien fixait la table comme s'il voulait qu'elle l'avale. Maintenant, Maître Bernard a tourné plusieurs pages. Concernant la maison familiale et la propriété environnante, évaluée à environ 4 millions d'euros. J'ai arrêté de respirer. Nous léguons notre maison à notre fille Amélie Anne Dubois. À la condition qu'elle ne puisse pas être vendue pendant une période de 10 ans. Amélie a été notre réconfort et notre compagne pendant nos dernières années. Elle a entretenu notre jardin, nous a tenu la main et nous a apporté la paix. La maison lui appartient. Elle l'a mérité. Ma vision s'est brouillée. Quelque part au loin, Véronique disait quelque chose, objectant, exigeant. Mais je ne pouvais pas l'entendre. Tout ce que j'entendais, c'était la voix de mes parents me parvenant d'outre-tombe. Il y a encore une chose, a dit Maître Bernard. Il a sorti une clé USB de sa mallette. Vos parents ont enregistré un message vidéo à diffuser lors de cette lecture. Ils y tenaient beaucoup. La tête de Véronique s'est relevée d'un coup. Quelle vidéo ? Je n'ai jamais entendu parler d'une vidéo. C'était le but, Madame Hartley. Maître Bernard a connecté la clé à un ordinateur portable, et un instant plus tard, le visage de ma mère est apparu sur l'écran mural. Elle était assise dans notre salon, dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Mon père se tenait derrière elle, sa main sur son épaule. Ils avaient tous les deux l'air fatigués. Ils avaient tous les deux l'air déterminés. Mes filles, a commencé ma mère. Si vous regardez ceci, cela signifie que nous sommes partis, et cela signifie que les choses se sont déroulées comme nous le craignions. Mon père a parlé ensuite. Véronique, tu es notre aînée. Nous t'avons aimé dès le premier instant, mais l'amour n'est pas la cécité. Nous avons observé comment tu traites ta sœur. Nous avons vu la façon dont tu la méprises, la rabaisses, la mets de côté. Les yeux de ma mère brillaient. Amélie, tu n'es pas inutile. Tu ne l'as jamais été. Tu es notre force tranquille.
Pendant que Véronique courait après ce qui brillait, tu es restée. Tu as pris soin de nous. Tu as été présente. Nous avons changé notre testament après Noël, a dit mon père. Après avoir vu Véronique t'exclure de la photo de famille, après l'avoir entendu dire à ta mère que tu nous tirais vers le bas. Sa voix s'est brisée. Nous n'allions pas laisser notre mort devenir une autre façon pour toi d'être effacé. Ma mère a tendu la main vers la caméra. Nous espérons que vous pourrez vous réconcilier. Vraiment. Mais si vous ne le pouvez pas, si Véronique continue sur cette voie, au moins Amélie ne sera jamais mise à la porte de sa propre maison. L'écran est devenu noir. Je ne voyais plus rien à travers mes larmes. Mais j'ai entendu la chaise de Véronique racler le sol alors qu'elle se levait et sortait sans un mot. Si quelqu'un dans votre famille a enfin reconnu votre valeur, même si c'était trop tard, vous savez exactement ce qu'Amélie a ressenti à ce moment-là. Tapez enfin dans les commentaires si cette scène vous a touché. Et pour ceux qui se demandent ce que Véronique a fait ensuite, croyez-moi, l'histoire n'est pas terminée. La véritable confrontation était sur le point de commencer. Mais d'abord, dites-moi. Pensez-vous que Véronique méritait ce qu'elle a eu ou était-ce trop sévère? Commentez ci-dessous. Maintenant, revenons à l'histoire. Véronique n'est pas allée loin. Je l'ai trouvée dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, appuyée contre le mur, les bras enroulés autour d'elle-même. Damien se tenait à quelques mètres de là, le téléphone collé à l'oreille, parlant à voix basse et urgente à quelqu'un. Une banque, peut-être un créancier, les gens qui tournaient autour de leur vie comme des requins. Quand Véronique m'a vu, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas juste. Sa voix était rauque. Tu ne comprends pas. J'ai une famille à soutenir. J'ai des responsabilités. Tu as une sœur à qui tu as dit de trouver un autre endroit où mourir. Elle a tressailli. Je ne le pensais pas si, tu le pensais. J'ai gardé ma voix stable. Tu as pensé chaque mot. Tu penses chaque mot depuis des années. Tu ne sais pas ce que c'est. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Les investissements de Damien se sont effondrés. Nous devons 400 000 €. La banque va saisir notre maison. Mes enfants vont perdre leur maison. Et toi? Elle m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. Tu n'as personne. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas besoin de l'argent. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air entre nous. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de mari. Je n'ai aucune des choses que tu penses qui rendent une personne de valeur. J'ai fait un pas de plus. Mais je n'ai pas non plus passé des années à traiter ma propre sœur comme une ordure. Je ne me suis pas tenu dans la maison de nos parents 3 jours après leurs funérailles pour te dire de trouver un autre endroit où mourir. Les épaules de Véronique tremblaient. Un instant, elle a ressemblé à la petite fille que je me souvenais de mon enfance, perdue, effrayée. Mais je me suis souvenu de toutes les années où elle m'a fait me sentir sans valeur. Et je me suis souvenu que la compassion a des limites. J'aurais pu la détruire à ce moment-là. J'aurais pu énumérer chaque commentaire cruel, chaque geste méprisant, chaque fois qu'elle m'a fait sentir que je ne méritais pas d'exister. J'aurais pu lui dire exactement ce que je pensais de sa vie parfaite, de son image parfaite et de ses mensonges parfaits. Mais ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas la personne que mes parents ont élevée. Alors, à la place, je me suis appuyé sur ma canne et j'ai parlé calmement. Tu m'as dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit. J'ai marqué une pause. Ça s'appelle la maison. Le souffle de Véronique s'est coupé. Je ne vais pas jubiler, Véronique. Ce n'est pas qui je suis. Mais je vais poser une limite. J'ai croisé son regard. Tu ne me parleras plus jamais comme ça. Jamais. Ni en privé, ni en public, ni devant tes enfants. J'en ai fini d'être ton punching ball. Elle me fixait comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai une proposition, ai-je continué. La fiducie te donne 50 000 € par an. Ce n'est pas rien, mais je sais que ça ne résoudra pas tes problèmes immédiats. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis prête à te prêter ce dont tu as besoin pour rembourser la banque. Sans intérêt, des conditions raisonnables, assez pour sauver votre maison et garder les enfants à l'école. La bouche de Véronique s'est ouverte, puis refermée. Mais il y a une condition. J'ai levé la main.
Tu t'excuses publiquement lors d'un dîner de famille devant tous ceux qui étaient à la réception commémorative. Tu leur dis ce que tu m'as dit, et tu leur dis que tu avais tort. Le couloir était silencieux. Damien avait mis fin à son appel. Il me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Véronique a essuyé ses yeux. Et si je ne le fais pas? Alors tu te débrouilles seul. C'est ton choix. Véronique n'a pas répondu. Elle a regardé Damien, qui a regardé le sol. Puis elle a rassemblé ce qui restait de son sang-froid, a ramassé son sac et s'est dirigée vers l'ascenseur. Damien l'a suivi sans un regard en arrière. Les portes se sont refermées derrière eux et je me suis retrouvé seul dans le couloir. Maître Bernard est apparu à côté de moi un instant plus tard, une main douce sur mon coude. Mademoiselle Dubois, nous avons encore des formalités à remplir. J'ai hoché la tête et l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. Le sténographe était parti. La vidéo était éteinte. Il n'y avait que Maître Bernard et moi, et le poids de tout ce qui s'était passé. Il a fait glisser des documents sur la table, acte de propriété, transfert de compte, page de signature. J'ai signé là où il l'indiquait, ma main tremblant légèrement. Vos parents étaient fiers de vous, a dit Maître Bernard alors que je signais la dernière page. Ils me l'ont dit tant de fois. Votre mère en particulier. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Elle disait que vous étiez la seule chose qui rendait ces derniers mois supportables. Je ne pouvais pas parler. Elle a aussi dit autre chose. Maître Bernard a sorti une enveloppe scellée de sa mallette. Elle m'a demandé de vous la donner après la lecture. Une lettre juste pour vous. J'ai pris l'enveloppe. L'écriture de ma mère sur le devant, pour Amélie. Quand tu seras prête. Encore une chose. Maître Bernard s'est levé et m'a serré la main. Votre père m'a demandé de vous dire qu'il a changé le testament le lendemain de Noël. Il a dit, la voix de Maître Bernard s'est étranglée, il a dit qu'il avait enfin compris laquelle de ses filles les voyait comme des personnes et laquelle les voyait comme un compte en banque. Je suis sorti de ce bureau avec l'acte de propriété de la maison de mon enfance, 14 millions d'euros dans une fiducie à mon nom, et une lettre de ma mère pressée contre mon cœur. Ça n'avait pas le goût de la victoire. Ça avait le goût du deuil. Un mois plus tard, j'ai emménagé dans la chambre de mes parents. C'était étrange au début, de dormir là où ils avaient dormi, de me réveiller avec la même vue sur le jardin que ma mère avait vu chaque matin pendant 30 ans. Mais c'était aussi juste, comme s'ils m'avaient gardé une place. J'ai continué ma kinésithérapie 3 fois par semaine. La plupart du temps, je n'avais plus besoin de la canne du tout. Je marchais seul, je préparais mes propres repas, je commençais à imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir. Le quartier avait changé par petites touches. Les gens qui avaient assisté à la réception commémorative, ceux qui avaient ri quand Véronique m'avait qualifié de pleine de ressources, traversaient maintenant la rue quand ils me voyaient. La nouvelle de la lecture du testament, de la vidéo, de ce que Véronique avait dit et de ce qu'elle avait perdu, s'était répandue. Ils étaient gênés. Tant mieux. Véronique et Damien ont vendu leur maison à Neuilly-sur-Seine pour 650 000 euros. Après avoir remboursé leurs dettes, il leur restait à peine de quoi verser une caution pour un 3 pièces dans une ville à 40 minutes de là. Damien a été licencié de son cabinet lorsque ses investissements ratés ont été révélés. Quelque chose à propos de pertes non déclarées et de clients en colère. Il travaillait maintenant dans une banque régionale, pour une fraction de son ancien salaire. Leurs enfants avaient été transférés de l'école privée à l'école publique. Véronique disait aux gens que c'était parce que l'école publique avait un meilleur programme artistique. Personne ne la croyait. Elle m'a appelé une fois, 3 semaines après la lecture. Ton offre est-elle toujours valable? Sa voix était plate, épuisée. Oui. Je ne suis pas encore prête à m'excuser. Je suis restée silencieuse un moment. Alors je ne suis pas prête à faire un chèque. La ligne est devenue silencieuse. Mais elle avait appelé. C'était déjà quelque chose. Ce n'était pas le pardon. Mais c'était peut-être le début de la prise de conscience. 2 mois après la lecture, j'ai finalement ouvert le journal de ma mère. Je l'avais porté avec moi depuis que Claire me l'avait donné, le gardant sur ma table de chevet, le tenant parfois en m'endormant. Mais je n'avais pas pu le lire. La pensée d'entendre à nouveau la voix de ma mère, même à travers son écriture, me semblait comme rouvrir une blessure que je n'étais pas sûr de pouvoir refermer. Mais cette nuit-là,
assise dans son jardin sous les étoiles, j'étais prête. Les entrées étaient banales au début. Liste de courses, rendez-vous chez le médecin, notes sur le temps et quelles plantes étaient en fleurs. Ma mère avait toujours été une femme pratique, même dans ses pensées intimes. Puis j'ai atteint les 10 dernières pages. À propos de Véronique, j'aime ma fille aînée, mais je m'inquiète pour elle. Elle court après quelque chose qu'elle ne pourra jamais attraper, l'approbation, le succès, l'apparence de la perfection. J'espère qu'elle trouvera la paix un jour. J'espère qu'elle réalisera que ce qu'elle a est suffisant. À propos de moi, Amélie ne sait pas à quel point elle nous a sauvés après l'accident, quand elle est revenue à la maison. Je pensais que je prenais soin d'elle, mais c'est elle qui prenait soin de nous. Simplement en étant là, en préparant le petit déjeuner, en me lisant des histoires, en s'asseyant avec Robert dans le jardin. Elle nous a sauvés d'une solitude dans laquelle je ne savais pas que nous nous noyions. La dernière entrée datait de 3 semaines avant l'accident. Amélie est mon miroir. Patiente, calme, forte d'une manière que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'aurais dû le lui dire plus souvent. J'aurais dû dire les mots à voix haute au lieu de simplement les écrire ici. Si tu lis ceci, Amélie, sache ceci, tu n'as jamais été inutile. Tu étais tout. J'ai refermé le journal et j'ai levé les yeux vers le ciel. Les larmes sont venues, mais elles étaient différentes cette fois. Ce n'était pas du chagrin. C'était une libération. 6 mois après la mort de mes parents, j'ai repris le travail, à temps partiel au début, en tant que consultante pour un cabinet d'architecture paysagiste à Lyon. De petits projets, rien de trop exigeant, mais ça faisait du bien d'utiliser à nouveau mes compétences, de voir quelque chose de beau naître de rien. Mon premier vrai projet a été le jardin derrière la maison de mes parents. Ma mère avait planté des rosiers, des hortensias, un petit potager qui était devenu sauvage depuis qu'elle ne pouvait plus s'en occuper. J'ai tout redessiné, gardé ces rosiers, ajouté de nouveaux sentiers, construit un petit banc où je pouvais m'asseoir et me souvenir. C'était la première chose que j'avais créée depuis mon accident. Ça ne gagnerait aucun prix, mais c'était à moi. C'était chez moi. Véronique a envoyé une lettre 4 mois après la lecture du testament. Pas un appel, pas une visite, une lettre. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à ce que j'ai dit, à tout ça. Je ne suis pas prête à m'excuser devant tout le monde. Je ne sais pas si je le serai un jour. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi je suis devenue cette personne. Et je suis désolé, même si je ne peux pas encore le dire à voix haute. Je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, à côté du journal de notre mère et de la carte de visite de notre père. Ce n'étaient pas les excuses que j'avais demandées. Ce n'était pas public. Ce n'était pas une prise de responsabilité. Mais c'était quelque chose. Nous n'étions pas proches après ça. Nous ne le serions probablement jamais. Mais nous pouvions être dans la même pièce sans prétendre que l'autre n'existait pas. Nous pouvions nous échanger des cartes d'anniversaire. Nous pourrions peut-être construire quelque chose de nouveau. Je m'appelle Amélie Dubois. On m'a dit que j'étais inutile. On m'a dit de trouver un autre endroit où mourir. J'ai trouvé un foyer à la place.